Bonjour et bienvenue au château du Boucher en Brenne, au cœur du parc naturel régional de la Brenne, situé entre Tours, Châtellerault, Poitiers et Châteauroux, donc au milieu de ce triangle de ville. La particularité de ce parc naturel régional de la Brenne, c'est que c'est aussi le territoire des fées et de Gargantua. Donc, au sein de la visite du château du Boucher, vous pourrez découvrir un certain nombre d'anecdotes et de légendes assez amusantes. Nous avons repris ce château il y a maintenant 5 ans. Et au cours de votre visite, vous pourrez largement découvrir un certain nombre de pièces qui sont visitables et d'autres pièces évidemment qui ne le sont pas et qui le seront peut-être un jour pour des raisons actuellement de sécurité et surtout pour d'autres qui sont en travaux tout simplement. Donc maintenant, je voudrais qu'on commence la visite par les extérieurs du géant de la Brenne, donc du château du Boucher. Alors là, on est devant la façade principale du château, donc sur la façade d'accès, qui date du XIVe et XVe siècle, sur lequel on peut voir qu'il y a encore le pont-levis qui permettait d'accéder dans le château. Alors on peut voir qu'il y a le donjon principal, qui est vraiment au centre. À gauche, on a le donjon des Anglais qui a été accolé suite aux guerres de 100 ans, lorsque le château a été pris par les Anglais. Et après, nous avons la tour de la chapelle. Sur la droite, à droite du grand donjon, on a ce porche qui est un aménagement du XVIIIe ou du XIXe siècle qui a été, on va dire, qui a été fait pour permettre un accès plus facile dans le château parce qu'on avait simplement un pont-levis qui était piéton et qu'il fallait des accessibilités, on va dire, un peu plus simples dans le château. Donc ils ont simplement fait tomber le mur de défense pour combler la douve à cet endroit-là et voilà, permettre un château plus accessible. Sur la droite de ce porche, on peut voir encore le reste du premier château avec la tour du pigeonnier et la tour dite de la prison, voilà, sur le côté droit. Sur cette façade du château, on voit vraiment un château du Moyen-Âge qui a une disposition, on va dire, qui est choisie, dans le sens où le château Louis XIV est juste derrière, donc il n'est pas visible. En fait, on passe par un château fort. En fait, ça pourrait être en écho avec la famille propriétaire de ce château au XVIIe siècle, qui est la famille Rochechouart de Mortemart, qui est une famille, je dirais, qui est très fière de sa naissance, d'où sa citation à l'origine du monde, Rochechouart porter les ondes. Donc on voit vraiment, on va dire, cette fierté d'ancienneté de cette famille. Donc en fait, on peut imaginer qu'ils ont gardé un château fort en apparence et dès qu'on franchit le château fort, on tombe à ce moment-là sur un château moderne, un château dans un esprit Louis XIV, dans un château vraiment à la pointe de la mode à ce moment-là. Donc on va pouvoir continuer. Donc un peu plus loin, juste après la tour de la chapelle, on peut voir qu'il y a la fenêtre en arc de cercle pour la chapelle. Et juste après la chapelle, on voit la fracture des deux châteaux où on a un château Louis XIV avec des grandes ouvertures, des fenêtres à petits carreaux, des lucarnes, voilà, on a une architecture qui n'a plus rien à voir avec celle du premier château. Alors en défilant, on peut très bien voir que le château a été construit sur un buton de grès rouge. Ce grès rouge, c'est une pierre locale. Donc la particularité de cette pierre, c'est qu'elle emmagasine simplement la chaleur pendant les périodes, je dirais, d'été. L'une des spécificités du château du Boucher en Brenne, c'est vraiment cette terrasse et cette galerie qui est juste en dessous, qui sont vraiment deux ouvrages majeurs du siècle de Louis XIV faits par le comte de Maure suivi par le duc Rochechouart de Mortemart, qui permettaient d'avoir une vue imprenable sur la Brenne, probablement pour suivre les chasses qui devaient y avoir. Alors sur la façade de la terrasse et de la galerie, ça fait partie des travaux urgents et d'aménagement qui arriveront très prochainement, car comme vous pouvez voir, le ravalement a été fait il y a un certain nombre d'années, un certain nombre de décennies, avec un ravalement qui a été fait en ciment. Il y a eu énormément d'infiltration d'eau qui a abîmé tous les entourages, je dirais, de fenêtres. En plus, un revêtement en bitume a été mis sur la terrasse qui depuis fuit. Vous pourrez voir que la galerie a énormément souffert de l'humidité, donc ça fait partie de la prochaine grande tranche de travaux, voilà, de restaurer toute cette partie, toute cette aile avec ces deux grands ouvrages voilà, qui sont les symboles un peu de ce château du Boucher.
Bon, maintenant, on va rentrer dans la cour intérieure du château et on va pouvoir accéder à un certain nombre de salles à l'intérieur. Avant de rentrer donc, dans le château, je voudrais simplement qu'on regarde le blason donc, de la famille Rochechouart de Mortemart, donc au-dessus de la porte. Et donc on peut très bien voir donc, la citation que je vous ai donc, donnée, où on voit vraiment ces ondes qui sont gravées sur le blason avec cette couronne ducale qui est juste au-dessus. Voilà, maintenant je vous invite à rentrer. Alors là, on est dans la cage d'escalier, qui est entre guillemets un peu le hall d'accueil du château. On est sur un projet qui n'est pas du tout terminé. Voilà, les études actuellement démontrent qu'on avait vraisemblablement une double volée qui se terminait par une simple volée à l'étage donc pour la cage d'escalier. Donc on est sur un escalier type vraiment du règne de Louis XIV qui, on va dire, voilà, n'a pas été terminé ou a été en partie démonté et mal réaménagé. Et ensuite, on va passer donc, par la salle à manger. Donc, salle à manger, fonction donnée au 19e siècle. Au 17e siècle, ici, on est dans la première antichambre. On est en fait dans le premier appartement du château. Donc voilà, donc première antichambre devenue salle à manger au 19e siècle, qui a perdu tout son décor au cours des siècles ou jamais créé. On est maintenant dans la deuxième antichambre, donc qui est devenue, dès le 19e siècle, encore un salon, on va dire une salle de chasse, avec une collection de taxidermies qui était déjà là, bien là avant nous, et qui a continué à être nourrie par l'écomusée du Blanc et d'autres provenances. Donc c'est une collection historique parce qu'il y a un certain nombre, on va dire, d'espèces qui sont maintenant protégées et qui n'ont pas le droit d'être présentées. Alors vu que c'est une collection qui a pour certaines espèces plus de 50 ans, donc d'où le fait que parfois certains voilà, animaux empaillés paraissent assez abîmés. Donc c'est vraiment parce qu'ils sont, voilà, c'est assez ancien. C'est tout pour cette pièce. Ensuite, on passe dans la chambre ou le salon, donc qui a aussi perdu son décor et qui fera l'objet d'une restauration et d'une reconstitution d'un décor tel qu'il pouvait l'être. La seule chose, le seul témoignage qui nous reste donc, sont les sols, donc, qui sont pratiquement restés partout, et quelques cheminées, dont cette cheminée voilà, Louis XIV, qui a juste la partie haute du bandeau qui a été restaurée au début du siècle parce qu'elle avait brûlé. Voilà, on a deux grands tableaux de l'école de Paul de Vos et de Franz Schneiders qui sont accrochés au mur, qui seront complètement insérés dans un décor de boiserie pour en faire un salon sur le thème de la chasse à l'avenir. Juste après donc, cette pièce, on a le cabinet, donc, qui est resté un cabinet qui est toujours resté un cabinet et qui a la particularité qu'elle a gardé donc, sa cheminée qui est classée monument historique, qui représente les trois sœurs Mortemart tenant leur destin. Donc c'est un tableau qui est un peu unique et un peu exceptionnel pour l'histoire de France. On a donc celle du centre avec le chien donc, qui est devenue la grande abbesse de Fontevraud, donc qui est un poste royal pour une personne qui n'est pas de sang royal, donc c'est quand même quelque chose d'un peu exceptionnel à l'époque. À gauche, on a la marquise de Thianges, donc, qui est celle qui va présenter sa sœur, donc la marquise de Montespan, au roi de France. Donc c'est une personnalité très haute en couleur, qui est très proche du roi, qui joue énormément sur la politique en France. Voilà, c'est un personnage très important qui va proposer donc, un fruit donc, sur le tableau. Donc on a une métaphore qui va proposer un fruit à sa sœur, qui est selon donc, les écrits le fruit préféré de Louis XIV, donc une pêche. Donc elle lui donne entre guillemets les clés pour pouvoir accéder au roi. Et la marquise de Montespan tient pour elle un arc, comme je dirais pour imaginer qu'elle peut tirer une flèche dans le cœur du roi. Donc voilà, on a un tableau qui est très métaphorique, mais qui est très proche de la réalité. Comme on est dans un château familial qui appartient à l'oncle, puis après au père, en fait c'est un tableau qui a tout son sens ici et voilà, qui fait l'objet d'un classement monument historique depuis les années 50 comme le château et qui n'a jamais bougé. L'autre tableau qui nous est resté de la famille, c'est le portrait qui représente Madame de Montespan dans le goût de Mignard. On est sur une école française qui aussi fait partie des collections du château qui n'ont jamais bougé. On va passer ensuite dans les vraies salles historiquement importantes du château. Alors là, on est dans
dans la galerie. C'est un des ouvrages majeurs donc, du château du Bouchet, donc, qui avait historiquement et vraisemblablement une vue donc, sur les différents étangs et sur le parc naturel régional de la Brenne, qui à l'époque évidemment n'existait pas. Ce qui est intéressant aussi dans cette pièce, c'est que lors des venues de notre architecte, on s'est rendu compte que le sol était vraisemblablement sous le revêtement en ciment sur lequel nous sommes. Donc on peut voir des fissures qui sont très régulières, qui sont des fissures qui correspondent, je dirais, à l'agencement des dalles en dessous. On peut voir aussi voilà, les dégâts qu'ont fait les infiltrations sur la terrasse, sur la galerie, qui commencent à verdir par endroits. Cet ouvrage, donc construit à côté du premier château, ils ont dû percer pour pouvoir y accéder, ils ont dû percer les murailles du premier château. Donc d'où on a des murs absolument très épais pour accéder dans les différents salons en rez-de-chaussée. En fait, on a une disposition au rez-de-chaussée du château qui est double. Donc on a une double profondeur de salon, donc on a les salons plus la galerie qui vient juste derrière en applique. Alors on est sur un buton. On n'est pas sur une plaine, donc on a dû construire le château en fonction du buton. Donc comme vous pourrez voir, la plupart des pièces ne sont pas droites, comme cette galerie qui a un grand corps linéaire sur une partie et qui fait un angle pour continuer sur la deuxième partie en raison du buton. Bon, maintenant on va aller découvrir les étages et en particulier cette fameuse terrasse. Donc avant de rentrer sur la terrasse, et comme je vous disais au tout début de cette visite pour l'intérieur, la cage d'escalier, c'est un des ouvrages qui n'a jamais été terminé. Donc comme vous pouvez le voir, là on est sous charpente, on a des traces d'arrachement d'un étage. Est-ce que ça a été voulu? Est-ce que ça n'a pas été terminé? Voilà, la question elle reste ouverte. On n'a même pas de sol, on reste vraiment sur des solives brutes au sol. Voilà, on est vraiment sur une pièce qui n'est pas terminée. Un projet a été présenté, beaucoup de similitudes ont été retrouvées avec d'autres châteaux. Donc le projet est en cours, je dirais, de réflexion et peut-être d'aménagement dans les prochaines années. Donc maintenant, on va aller dans un des ouvrages qui fait la renommée du château du Bouchet, qui lui vaut son titre de géant, en plus d'être sur un éperon rocheux assez haut. C'est vraiment cette vue dominante qu'on va pouvoir voir depuis la terrasse. Donc là, on est sur vraiment le cœur du château du Bouchet. Cet ouvrage donc, qui ont fait sa renommée, donc une grande terrasse d'environ 160 mètres carrés qui a une vue complète, pas panoramique mais presque sur la Brenne. Donc c'est l'un des points les plus hauts de la Brenne. Donc déjà le buton du Bouchet est le plus important. Le château en plus qui est dessus rajoute une élévation en plus. Donc la terrasse c'est vraiment je dirais le deuxième point le plus haut sur la Brenne et donc ce parc naturel régional un peu exceptionnel qui va beaucoup souffrir dans les prochaines années, malheureusement, pour des questions très actuelles. Donc, je parle évidemment des éoliennes qui sont en projet, qui ont été acceptées par la préfecture de l'Indre. Donc, on est en train de remonter tout un dossier pour continuer à préserver pour l'avenir ce panorama qui est exceptionnel, qui n'a vraisemblablement pas bougé depuis toujours. Vous avez un décor qui est vierge de toute trace humaine. Vous êtes sur un paysage un peu unique, qui est très agréable pendant, on va dire, toute l'année et à des périodes de l'année très spécifiques. Le brame du cerf, les différentes chasses, voilà, on voit vraiment tout ce qui peut se passer sur 50 km à la ronde avec une vision sur les grands étangs qui sont des choses très spécifiques à la Brenne. Donc la Brenne, il faut se dire, 1/6 du territoire, c'est de l'eau. Donc des étangs qui ont été créés sur mesure par l'homme pour, on va dire, contrecarrer le fait que la terre est très marécageuse et n'était pas, je dirais, vivable. Donc ils ont créé des marécages qui a permis, en plus de créer une activité économique historiquement, la pisciculture. Donc la pisciculture et la chasse sont vraiment, je dirais, les deux domaines, on pourrait presque dire ça, économiques de la Brenne. Et puis évidemment avec ce paysage
et toute cette réserve ornithologique et animale de manière générale. C'est pour ça que si un jour vous venez dans la Brenne, vous aurez l'étonnement de découvrir que vraiment pas si loin de ça de Tours, vous avez des routes, vous avez des panneaux, on vous demande de faire attention de ne pas écraser les tortues. Donc c'est vraiment pour vous mettre en contexte dans cette Brenne un peu étonnante. Alors là, le paysage que vous voyez, c'est un paysage, on est sur la période où on est en train de vider une partie des étangs sur le boucher pour en remplir d'autres un peu plus loin. Donc à partir du moment où ils seront vidés, on va récupérer le poisson et en fait ce cheminement va continuer toute l'année sur les différents étangs qui vont être remplis, vidés voilà, au cours de l'année. Après la terrasse, on va revoir un ouvrage très important du château du Bouchet qui donne évidemment sur cette terrasse, c'est le grand salon. Donc il faut savoir qu'au XVIIe siècle, les aménagements de l'intérieur est très différent de ce que vous connaissez, qui est un aménagement qui date du XVIIIe siècle. C'est-à-dire que souvent et généralement les chambres sont au rez-de-chaussée et les pièces de réception sont à l'étage. Et au XVIIIe siècle, on fait le système inverse qui est le système actuel, les salons, la réception au rez-de-chaussée et les chambres à l'étage. Donc voilà, on va pouvoir aller directement dans le grand salon qui est en cours de restauration. Alors le grand salon, donc, qui est une pièce absolument magnifique qui fait aux alentours de 120, plus proche de 120 que de 130 mètres carrés, donc qui avait été coupé à une période, donc on a enlevé les cloisons, on a restauré le parquet Versailles, les décors évidemment avaient disparu comme dans une grande partie du château, donc on a eu comme projet donc de restaurer, de recréer même plutôt des boiseries telles qu'il pouvait y en avoir dans cette pièce. On a pris un parti pris qui parfois peut être assez, je dirais, critiquable, mais qui est argumenté dans notre sens, dans le sens où c'est une reconstitution et non pas une restauration. Donc d'où on va dire le parti pris d'utiliser des matériaux modernes. L'objectif, c'est pas de faire un travail de faussaire, c'est que de toute façon, dans le temps, on puisse se rendre compte que voilà, ce sont des boiseries qui sont modernes, qui ont été refaites dans l'esprit des boiseries du début du règne de Louis XIV, donc vraiment comme ce château. Et voilà, c'est le parti pris qui a été choisi. Des grandes tapisseries prendront la place au-dessus de ces lambris bas et la cheminée est en cours d'installation, donc avec un grand portrait qui doit arriver prochainement. Bon, à titre d'anecdote, c'est aussi un sujet sur lequel on nous parle beaucoup dans ce salon, c'est les lustres. Alors évidemment, ce n'est pas les lustres du tout qui ont été choisis pour cette pièce, c'est juste un choix, je dirais, complètement temporaire parce que cette pièce est parfois louée pour des événements au cours de l'année et ça évitait qu'on ait des ampoules qui pendouillent au milieu de la pièce en attendant que tout le décor soit terminé et le mobilier racheté. Le grand salon, il est très agréable parce qu'il est en lanterne, contrairement au rez-de-chaussée. On a 8 fenêtres, donc 4 fenêtres de chaque côté qui éclairent cette pièce, avec un côté qui donne dans la cour intérieure, donc qui est un côté qui est plus sombre, et un côté qui a une vue directement sur la terrasse et les différents étangs de la Brenne. Bon, je voulais juste vous montrer ça pour l'instant. Ce que l'on voit, ça fait partie de la visite. Cette pièce-là, elle fait partie de la visite. C'est encore une pièce qui n'a pas été restaurée. Une partie de ses décors sont démontés et sont en cours de restauration. Cette pièce, l'originalité, c'est qu'elle a juste un lit qui est exceptionnel. Alors, je dirais tout le travail de passementerie et de tissu reste à voir. Mais voilà, cette pièce est exceptionnelle pour son lit et son emplacement, avec des fenêtres qui ont été rabaissées au 19e siècle pour vraiment dégager, ouvrir la vue sur la Brenne. 2 expositions différentes, une vraiment sur les étangs, une sur les forêts de la Brenne. Et puis de toute façon, un espace, une très belle chambre avec un espace assez important. Pour continuer, on va se diriger vers le logis du 15e où j'ai encore quelques surprises à vous montrer. Ici, on est sur un escalier du 19e siècle qui est dans un esprit d'un escalier du 18e siècle et il a été construit en grande partie sur la chapelle. Le château du Bouchet jouissait d'une chapelle absolument exceptionnelle sur 2 niveaux qui était très importante. Les 2 appartements, celui du premier étage et celui du rez-de-chaussée, communiquaient par des balcons sur cette chapelle. Au début du XXe siècle, un architecte des monuments historiques
suivi de la famille propriétaire, ont fait le choix d'amputer d'une partie la chapelle. Donc au premier étage de faire une chambre, sur une partie de la largeur de la chapelle de faire 7 escaliers. Donc ça a une raison, c'est que ça permet de rejoindre le château du Moyen-Âge, du château du XVIIe plus facilement, car avant la création de cet escalier, il n'y avait qu'un seul accès au rez-de-chaussée pour communiquer avec les deux châteaux. Donc maintenant, on va monter dans les derniers étages du grand donjon et on va pouvoir découvrir 2 pièces très importantes historiquement. Donc là, on arrive sur un tout petit morceau des chemins de ronde. Le château du Boucher jouit encore actuellement de 2 chemins de ronde. Donc ce petit et un très grand qui est vraiment sur l'extrémité du château, donc qui est un grand chemin de ronde qui rejoint les deux tours du pigeonnier et de la prison. Ce petit chemin de ronde donc, qui va desservir une salle qui est très importante historiquement, qui est la salle dite du trésor. Alors quand on parle de trésor, on ne parle pas spécialement d'argent, mais on parle de titres, on parle de documents officiels. Alors maintenant, nous on a de la chance, c'est que tout est digitalisé, mais il faut se dire qu'autrefois, tout est papier et une usurpation d'identité, ça peut facilement arriver. Donc d'où la raison de cette salle du trésor. C'est toujours la salle la plus difficilement accessible, c'est généralement celle qui est la plus haute. Et c'est celle dans laquelle on conserve généralement ces documents. Alors cette salle, elle a même un triple intérêt, donc que ce soit la salle du trésor. Deuxièmement, un aménagement qui a été refait au début du XXe siècle, parce qu'il faut imaginer que le château est très abîmé au début du XXe siècle. Et donc l'ancienne famille propriétaire, suivie de leur architecte des monuments historiques, vont engager des grosses tranches de restauration pour lui redonner l'image qu'il a aujourd'hui. Donc on a tout ce décor qui a été créé avec ces arches, ce plafond qui est assez étonnant. Et l'autre chose, c'est comme je vous disais, quand on était sur la terrasse, je vous disais qu'on était sur l'un des plus hauts points de vue sur la Brenne. Et ici, vous êtes vraiment sur le point de vue le plus élevé de toute la Brenne. Et vous avez pratiquement une vue, pas 360 parce qu'une partie des couvertures cache, mais vous avez un certain nombre de fenêtres qui vous permettent de découvrir la Brenne de plein de manières différentes. Et maintenant, on va continuer avec la salle du Seigneur, donc qui est la salle la plus haute du donjon. Donc le donjon s'élève sur l'équivalent de 5 niveaux. Donc là, on est pratiquement au 5e niveau. Cette salle, alors, elle n'a pas du tout été touchée. Personne n'y est allé à part nous ce matin, je pense, depuis ces dernières années. Donc il va faire l'objet d'une restauration prochainement qui n'est pas accessible du fait qu'elle est assez dangereuse parce qu'elle accède sur une partie des chemins d'onde, comme vous allez pouvoir le voir. Alors là, on est donc dans cette salle dite du Seigneur. Comme vous pouvez voir, il y avait eu des gros travaux à l'époque qui avaient été faits pour stabiliser le donjon. Donc le sol a disparu, donc ça fera partie des projets, je dirais à terme, de lui redonner un sol, on va dire, digne de cette pièce. Il nous reste quand même quelques très beaux ouvrages comme cette cheminée avec, donc il n'y a pas de datation qui a été encore faite, mais des restes de peinture murale qui dessinent, qui donne l'illusion de briques avec un bandeau qui semble plus important sur la partie haute de la cheminée. Et on peut voir que voilà, vraiment ce décor de fausses briques, il est un peu présent partout. Une autre originalité, c'est que la plupart des poutres ont une très légère entaille qui permettait vraisemblablement de faire passer des planches de bois pour créer une voûte en bois pour voilà, isoler et donner un côté plus esthétique à cette pièce sous charpente. Pour terminer donc notre visite du château du Boucher-en-Brenne, je voudrais vous emmener dans un endroit un peu étonnant qui est un des endroits pour lequel le château du Boucher est assez connu localement. Je voudrais vous emmener dans les souterrains donc, que j'aimerais à terme ouvrir au grand public mais qui pour l'instant sont inaccessibles et trop dangereux pour des raisons de sécurité.
Alors là, on est dans une salle donc, qui emmène au souterrain. Elle communique directement avec la salle basse du grand donjon, donc, par lequel on rentrait depuis le pont-levis. Donc cette salle-là, donc, on n'y a pas du tout touché. On a cet ouvrage donc, qui permet de cloisonner l'escalier à vis. Et derrière moi, derrière ce tas de bois, il y a un ouvrage de défense qu'on va pouvoir voir depuis les souterrains, qui est une espèce d'assommoir qui permettait de protéger la porte du souterrain, qui est une porte de secours, entre guillemets, qui donne dans les douves, cachées dans les parties des hautes herbes des douves, et en fait qui permettait de s'enfuir facilement du château. Ce souterrain, il avait une autre fonction, c'est qu'il accède directement au puits, donc qui est quand même un élément, je dirais, majeur du premier château, parce que c'est vraiment l'accessibilité à l'eau. Et vous allez voir, le souterrain, il est conçu comme un boyau principal sur lequel il y a des retraits, comme s'il y avait une fonction, je dirais, de retrait, donc de protection en cas d'envahissement, donc de sortie, accessibilité à l'eau et de pouvoir tendre, je dirais, un piège à partir du moment où on se fait, je dirais, attaquer par le bas. Donc on va pouvoir y aller. Puis en plus, on va pouvoir sentir le froid qui tout doucement va s'installer en descendant. Et là, ça commence à verdir, donc c'est vraiment l'humidité qui commence à arriver. Donc là, on est dans les souterrains. Donc juste ici, on a la porte qui est murée, qui donnait dans les souterrains. Juste au-dessus de moi, c'est la partie dont je vous parlais, qui est l'assommoir. Donc vous pouvez voir un certain nombre de crochets qui permettaient de faire tomber ou de... je ne sais pas exactement à quoi pouvait ressembler cet ouvrage. Mais donc voilà, on a des espèces de crochets qui permettent de maintenir une grande porte qui devait s'affaisser et tomber pour bloquer l'accès du château. Et en face, on a les souterrains qui sont taillés dans le rocher même, qui continuent et qui s'enfoncent assez profondément et qui rejoignent le puits. Alors l'accessibilité au puits, elle est assez limitée parce qu'à la fin, ça se transforme simplement en boyau pour pouvoir y accéder. Donc on peut voir qu'on a aussi voilà, pas mal de vestiges de pierres. Voilà, ça a été un stockage qui a été fait pendant quelques années. Bon, on va peut-être pas s'enfoncer jusqu'au fond, parce qu'il y a quand même l'accès, il y a quand même le puits qui pose problème, mais il faut venir avec des vraies lumières, mais c'est un endroit qui peut être assez étonnant à montrer dans l'avenir.